ce monde, c'est d'être. Et chaque être ne peut être si ce n'est par un autre être. Un seul fil lie tous ces êtres, celui de vivre pour être. Et la dette de chaque être est de mourir pour ne plus être. Et quand l'être s'apprête à rendre l'âme à son maître, il demande que la terre lui soit légère pour clore une vie parfaite. Ensuite viennent les obsèques là où seul l'être mourrait la vedette. Mais l'être a-t-il obtenu le pardon de la terre? Qui sait? Peut-être. Beaucoup d'êtres ignorent les êtres invisibles qui, en fait, causeront leur perte. L'être qui vient de naître vit sans pour autant être un être. La naïveté de son enfance l'innocentera jusqu'au jour où il conjuguera le verbe être avec un autre être pour donner vie à d'autres êtres. Sur ces jeux de phrases de lettres complètes, moi je continue d'écrire ma lettre avec une certitude incomplète. Mais c'est qui l'être? Êtes-vous seulement des êtres ou des humains en être? Va savoir chez l'être cruel et traître qui ne produit que la défaite. Moi je vis, mais avant tout je suis humain en être. Et vous, qui êtes-vous? Merci. Merci, Monsieur Père-Nwende Apollinaire Ouedraogo, que nous accueillons aujourd'hui. Monsieur Ouedraogo est artiste musicien slam. Il nous vient du Burkina Faso et il est en France dans le cadre de la promotion de son album qu'il enregistre dans les locaux de Paris. Ombre Blanche est le précurseur du slam au Burkina Faso et il est le président de la Ligue africaine de slam. Il est aussi auteur d'une œuvre musicale 100% slam produit par son propre label en 2009 qui s'appelle Existence virtuelle. Nous recevons aussi M. Roger Sommet, professeur des universités à la Faculté des sciences sociales de Strasbourg. Il est ethnologue, philosophe et ses activités de recherche portent sur l'anthropologie de l'art, l'esthétique, la mondialisation et la muséologie. Il est responsable de la collection ethnographique africaine de l'Université de Strasbourg et responsable du Master 2, Muséologie, Patrimoine, Immatériel et Collection. Monsieur Roger Sommet est auteur de plusieurs ouvrages. On peut citer entre autres Art africain et esthétique occidentale, publié par les éditions Harmattan en 1998. En 2004, sous les mêmes éditions, le musée à l'ère de la mondialisation pour une anthropologie de l'altérité était publié sous ces mêmes éditions. En 2005, l'écriture secrète d'Afrique noire était édité par les éditions du département ethnologique de l'Université de Strasbourg. En 2007, Anthropologie, art contemporain et musée, quel lien était publié sous les éditions Harmattan. Il est aussi auteur d'un film documentaire qui porte sur la fabrication du balafon d'Agara, réalisé en 2006 et diffusé en 2011. Monsieur Sommet, pourriez-vous nous définir de façon succincte ce qu'est l'ethnie? Toujours difficile de définir l'ethnie de façon succincte, hein? Mais enfin bon. Alors, on va être simple effectivement. L'ethnie désigne au fond un groupe de population, que ce groupe de population habite un territoire défini, que ce territoire est connu par les membres de ce groupe de population, que ce groupe de population parle la même langue et par conséquent ce groupe de population se définit par une identité culturelle hein, qui part justement de cette langue et que surtout ce groupe de population se reconnaît comme appartenant à une entité et par cela se distingue de toutes les entités qui lui sont voisines. Hein. Par exemple, les Sénoufos habitent bien sûr 3 pays, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, mais ces Sénoufos sont dans des territoires définis et ils ne se conforment pas avec les autres. Les Sénoufos, ils sont voisins des Gouins, par exemple, et ils ne se conforment pas avec les Gouins. Hein, les Mossé, par exemple, bah, ils sont essentiellement au Burkina, même si on les retrouve aussi au Ghana, n'est-ce pas?
même si on le retrouve en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, c'est l'immigration, alors qu'au Ghana, c'est une autre question, c'est plus pour la question de, j'allais dire, d'origine, parce qu'ils sont partis du Ghana pour être au Burkina aujourd'hui. Et donc, si on cherche le territoire Mouaga, Oui. on le trouve. Si on cherche le territoire Dagara, on le trouve. Et les Dagara, par exemple, sont voisins avec les Pois, qu'on appelle aussi Pougouli, et ne se mélangent pas avec, ne se confondent pas avec les Pougouli, ou encore en proximité avec les Bois, hein, qu'on appelle aussi Boaba, hein, une frange de Bobo, n'est-ce pas, et qui ne se confondent pas non plus avec les Dagara, ou encore, si on veut aller encore plus proche et plus loin d'une certaine façon, on va prendre les Gurunsi, n'est-ce pas? Les Gurunsi ont quand même un voisinage avec les Dagara, du côté de Léo, par exemple, vers Léo-Wessa, et pourtant, ils ne se confondent pas. Et en même temps, ils ont des éléments qu'ils partagent avec les Dagara, sans pour autant être des Dagara. Par exemple, la vannerie, même si on n'a pas de vannerie ici aujourd'hui pour illustrer ça. Voilà ce qu'on peut dire, mais vraiment pour être très succinct en termes de définition. D'accord. Quelle différence existe-t-il entre tribu et ethnie? Tribu et ethnie. Alors là, on entre plus dans les questions d'histoire. Alors, effectivement, j'ai donné la définition sans donner de chronologie. Si on veut parler avec chronologie, ethnologie, il faut le situer comme terme autour des années, ou exactement en 1896. D'accord. Dans la forme française en tout cas. Et ça vient du grec ethnos, n'est-ce pas? Ethnos logos. Discours sur le peuple ou la nation. La définition, j'allais dire étymologique de ethnologie, c'est ça. C'est le discours sur les peuples, le discours sur les nations, ou l'étude en tout cas sur les peuples ou sur les nations. Alors évidemment, quand on dit sur les peuples, ça fait très, très négatif. On n'étudie pas sur un peuple, on étudie avec des peuples. Parce que l'étude de ces peuples-là, c'est un dialogue entre celui qui étudie et l'objet de son étude. Ce n'est pas, j'allais dire, les peuples sont des entités vivantes. Ce ne sont pas des matières, objets, j'ai envie de dire, qu'on va disséquer, n'est-ce pas, pour parler en termes un peu plus biologiques. Oui. Donc, et c'est pour cette raison qu'on étudie avec et non pas qu'on étudie sur. Et donc, si vous voulez, ethnologie sous sa forme séculaire, c'est le discours, je dirais, à partir des peuples, à partir des nations. Mais cette forme séculaire a aussi une forme ecclésiastique, selon laquelle, en tout cas, l'ethnie désigne donc des peuples autres que les peuples chrétiens. Et les peuples autres que les peuples chrétiens, ou les nations autres que les nations chrétiennes, ce sont les nations païennes. D'accord. Voyez? Et donc, du coup, avec cela, on a une définition qui est, je dirais, négative de l'ethnologie, si on part de la forme ecclésiastique. Bien. Et cette notion qui apparaît en 1896, nous sommes à la fin du 19e siècle, n'est-ce pas? Mais au 18e siècle déjà, on a des travaux qui portent sur l'anthropologie qu'on va appeler l'anthropologie physique. Et cette anthropologie physique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter de classer les populations par race, n'est-ce pas? Or, la race désigne quoi? La race désigne en fait un caractère physique. D'où la conformation du crâne qui va permettre aux médecins légistes, par exemple, de dire que tel ou tel reste appartient à une race noire, à une race blanche ou à une race jaune. Voyez? Donc, ça, c'est de l'anthropologie physique. Et donc, ce terme d'anthropologie physique qui apparaît et qui marque le XVIIIe siècle, eh bien, va donner naissance au terme de race qui va être utilisé beaucoup plus fortement au XIXe siècle, n'est-ce pas? Au XIXe siècle, et de la même manière que le terme de tribu, alors même que l'ethnologie, qui date de 1896, comme j'ai dit, et que d'un point de vue historique,
part depuis 1860 jusqu'à 1910, si on veut définir un créneau pendant lequel on considère comme étant le créneau d'apparition de l'ethnologie. Et donc, alors que cette discipline utilisait déjà le mot ethnologie, voilà que, eh bien, à une époque récente, par rapport à cette époque précédente, à une époque récente, apparaissent des termes comme tribu, comme race, n'est-ce pas? Et ce terme de tribu qui apparaît, ainsi que le terme de race, eh bien, vous le retrouvez pendant la période coloniale. Hein? Si vous regardez les archives, eh bien, on parle de race Mossi. Hein? On dit Mossi, on ne dit pas Mossé comme on dit aujourd'hui, parce que, évidemment, les travaux ont avancé. On parle de race Lobi, on parle de race Dagara. Et donc, de ce fait, race et tribu deviennent des termes quasi synonymes. Voyez? Et donc, la tribu, finalement, acquiert une connotation péjorative, parce que qui dit tribu, en réalité, parle d'un petit groupe de population. Et si je dois traduire aujourd'hui, la tribu, qu'est-ce que c'est? La tribu désigne en réalité la lignée, tout simplement. Voyez? Donc, comment pouvons-nous parler justement d'une ethnie, c'est-à-dire d'un ensemble ayant plusieurs lignées? Comment pouvons-nous réduire cet ensemble, cette totalité, en sa partie? C'est pas bon, voyez? Et donc, d'un point de vue idéologique, on a commencé à utiliser ce terme de tribu et aussi ce terme de race, jusqu'à ce que des anthropologues comme Lévi-Strauss viennent démontrer, et pas lui seul, mais en tout cas, il en fait partie, si ce n'est le premier pour moi, en tout cas en France, viennent démontrer que le concept de race n'a aucun sens. N'a aucun sens. Pourquoi? Biologiquement parlant, ça n'a pas de sens. Voyez? Et donc, si vous voulez, la différence entre tribu et ethnologie vient de ce que on a utilisé une partie pour définir la totalité et que l'utilisation de cette partie pour la définition de la totalité s'est fait dans un cadre purement idéologique. Voyez? Puisque ces populations que l'on va conquérir sont des populations qui ne savent ni lire ni écrire. C'est ça, le présupposé. On a dit que ce sont des populations sans écriture. Oui. Voyez? Autre élément, les tribus, les dites tribus, puisqu'elles ne sont pas, les membres ne sont pas nombreux, eh bien, elles vont disparaître, soit par transformation, soit parce que les gens meurent. D'où l'idée qu'il faille préserver leur culture. Voyez? Et donc, là aussi, dépréciation. Et donc, pour moi, aujourd'hui, le terme de tribu doit être absolument distingué du terme d'ethnie. Et personnellement, et c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est un terme à proscrire. Ça n'est plus de son temps. Hein? Tout comme le terme race n'a pas de sens, le terme de tribu n'a plus de sens. À partir du moment où on parle d'ethnie, pourquoi parle-t-on de tribu? Voyez? Et quand je dis que c'est idéologique, pourquoi? Parce qu'au fond, les ethnies, elles n'existent que du côté de l'Océanie, de l'Afrique, des Amérindiens, mais pas en Europe, selon le présupposé, ce qui n'est pas exact. Et c'est sur ce point que je voulais poser ma prochaine question. C'est, vous avez parlé d'une démarche idéologique. Est-ce que, effectivement, pour les personnes qui étaient des colonisateurs, à cette époque, en Europe, est-ce que ce terme était employé entre les différentes communautés qui existaient? Non. Non, le terme n'était pas employé entre les différentes communautés. Même aujourd'hui, on n'utilise pas le terme entre les différentes communautés. Par exemple, on ne parle pas d'ethnie juive. Voyez? Et pourtant, on pourrait, puisque cette communauté constitue une entité définie. Et que même lorsque on est en Europe, eh bien, quand vous allez d'une ville à l'autre, et dans une ville, vous pouvez rencontrer des espaces qui sont essentiellement habités par des Juifs, même s'ils ne sont pas les seuls à habiter l'espace. Ils vont habiter avec d'autres. Oui. Voyez? Mais pourtant, on ne parle pas d'ethnie juive. Tout comme on ne parle pas d'ethnie turque, par exemple. Voyez? Le terme ethnie a été utilisé, a été, j'allais dire, popularisé ici en Europe
au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Voyez, quand on parle des indigènes des cités, au fond, c'est quoi? Ça renvoie à ça. Voyez? Donc, je dis ça pour dire qu'en tout cas, l'expression n'avait pas été, même à la fin du XIXe siècle, l'expression n'avait pas été utilisée pour désigner des populations européennes. Non. Même si l'expression existait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait plus de peuples et non d'ethnie. Voyez? Hein? Alors, on va parler d'ethnie beaucoup plus fortement avec la colonisation, et l'ethnie va désigner essentiellement les sociétés pré-industrielles. Voyez? Un autre critère qui fait qu'on ne parle pas d'ethnie en Europe. Mais ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'ethnie en Europe que c'est juste. Voyez? Et c'est pour ça aussi que je parle d'idéologie. Parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, et je l'ai écrit dans certains de mes textes, eh bien pour moi, les Alsaciens constituent une ethnie. Les Bretons constituent une ethnie. Les Flamands constituent une ethnie. Parce que si on prend les Flamands, ils habitent la Flandre, n'est-ce pas? Si je prends la Belgique, ils habitent la Flandre et ils n'habitent pas la Wallonie. Même si on peut trouver des éléments flamands en Wallonie et vice-versa. Mais les plus nombreux en Wallonie, ce sont les Wallons et en Flandre, ce sont les Flamands. Bien. Ici en Alsace, les plus nombreux, ce sont des Alsaciens. Si on parle de façon autochtone, entre guillemets, si je puis me permettre. Si on va en Bretagne, c'est pareil. Si on va en Corse, c'est pareil. Si on va en Catalogne, c'est pareil. Ce sont des Catalans qui sont là. Donc, pourquoi devrait-on dire qu'il n'y a pas d'ethnie dans ces entités-là, dans ces entités territoriales, alors que dans ces entités territoriales, il y a des gens qui se réclament comme appartenant à un groupe culturel défini, qui a sa culture. Le costume alsacien, j'ai eu l'occasion de faire un travail sur le costume alsacien. Je me suis aperçu que le costume alsacien, même s'il y a des ressemblances, n'est pas le costume breton. Alors pourquoi il n'y aurait pas une ethnie alsacienne? D'autant plus que les Alsaciens, par exemple, cette région que j'aime tant, puisque j'y ai passé beaucoup plus de temps que dans mon pays d'appartenance, je vais dire le Burkina Faso, j'ai vécu plus longtemps ici qu'au Burkina Faso, n'est-ce pas? Donc j'aime bien ce pays, hein? Mais ce n'est pas pour autant que je vais dire qu'il n'y a pas une ethnie. Comme si l'ethnie, au fond, le fait de dire ethnie, c'était quelque chose de négatif. C'est l'impression qu'on a de nos jours. Ben non, l'ethnie n'est pas négative. Ethnie, c'est c'est la détermination d'un groupe de population, comme je viens de le dire. Voilà, et qui est fier justement assez souvent de sa culture. Regardez les Alsaciens encore une fois, mes chers Alsaciens, hein, une fois, que disent-ils? Il arrive souvent qu'ils disent qu'ils sont Alsaciens avant d'être Français. Oui. Alors, voyez? Donc pour moi, oui, pour moi c'est sur la base d'une idéologie qui est dépassée, il faut le reconnaître, ce n'est plus d'actualité, pour moi, pour ma part en tout cas. Et ce que je viens de dire, tout ce que je viens de dire, il faut l'accueillir dans le cadre d'un propos qui vise à donner une perspective historique. D'accord. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Hein? Et c'est pour cette raison que, pour moi, l'ethnie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ethnie n'est pas une entité repliée sur elle-même. Là aussi, c'est faux. Là aussi, c'est faux. Il y a eu des moments où, pour des raisons techniques, la mobilité des gens a été moins facile, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que les gens ne se connaissaient pas. Ça ne veut pas dire que les gens ne se touchaient pas. Et puis, un autre élément, après je vous laisserai la parole encore, un autre élément qui pour moi participe aussi de la définition de l'ethnie et qui rompt avec cette idée d'autarcie de l'ethnie, c'est que les ethnies, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les ethnies ont des relations entre elles. Des relations, j'allais dire, d'origine. Hein? Et quand je dis d'origine, c'est-à-dire d'appartenance originelle. Et je vais encore prendre l'exemple des Mossé et des Dagara, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui savent très bien, ils savent que les Dagara sont les grands-parents des Mossé, n'est-ce pas? Pour ceux qui savent très bien. Pourquoi? Parce que, justement, quand on prend la culture Mouaga et qu'on prend la culture Dagara, qu'on commence à examiner, eh bien, on voit des parallèles. On voit des parallèles. Et ces parallèles, je vais vous en citer deux exemples. Le premier exemple, c'est la langue, que tout le monde connaît.
et qui couvre en fait, qui concerne en fait tous les Mossé et tous les Dagara, du point de vue de la langue. Bien. Du point de vue de l'organisation culturelle aussi, on parle du Tengsoba, n'est-ce pas? Qui veut dire? Qui veut dire le propriétaire de la terre, ou plus exactement le chef de terre, n'est-ce pas? Qui est un prêtre religieux en fait. Mais on le retrouve chez les Dagara. Et ils ont les mêmes fonctions. Tingansob, n'est-ce pas? Et ils ont les mêmes fonctions. Hein? Celle de présider, j'allais dire, à l'organisation sociale des habitants enfin, non seulement des habitants, mais aussi de tous les êtres qui sont sur le territoire. Vous ne pouvez pas aller chasser n'importe comment, sans avoir à consulter le Tengsoba. Oui. N'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil chez les Dagara. Récemment, je suis allé à Waiguya. Eh bien, on attendait un aîné qui devait venir nous rencontrer pour une cérémonie donnée. Lorsque le monsieur est rentré de son champ, alors qu'on était dans la cour, qu'a-t-il fait? Avant d'entrer, lorsqu'il était à la porte, il a dit « Ni Gafara, ni Gafara, pardonnez-moi, excusez-moi. » Vous imaginez? Eh bien, ça faisait au moins plus de 30 ans que je n'avais plus jamais entendu ce terme, alors que je vais au moins, depuis 2004, je vais tous les ans au Burkina et au village d'Agara, n'est-ce pas? Eh bien, il a fallu que j'aille à Waiguya en 2012 pour entendre à nouveau ce terme. Ce terme dont la prononciation était typiquement d'Agara, n'est-ce pas? Typiquement d'Agara, y compris dans l'intonation. Seulement, il se trouve justement que les Yarga, c'est ce que l'on dit être le plus proche des Dagara. Voyez? Ce qui n'est pas le cas? Ben, moi, je pense que c'est le cas. Mais j'ai dit, on dit, parce que, pour l'instant, scientifiquement, je ne peux pas l'affirmer de façon absolue. Parce qu'il faudrait l'attester par des études plus poussées qui montrent véritablement cette proximité intime entre Dagara et Yarga. Mais ça se dit. Et là aussi, ben, en pays Dagara, ça se dit. Et puis, pour terminer, le fameux Yan, c'est-à-dire le petit-fils, n'est-ce pas? Le petit-fils. Oui. Le petit-fils chez le Dagara, par exemple, a une communauté de partage, si j'ose dire, avec le grand-père. N'est-ce pas? Ce qui appartient au grand-père n'a pas d'interdit pour le petit-fils. Yesba, en moré, c'est quoi? Oncle? Voilà. Oncle. Oncle ou grand-père? Oncle. Yesba? Oui. À vérifier. À vérifier. Parce que le Yesba, de ce que je sais, le Yesba, ça a la même fonction que le Yan, le petit-fils. C'est-à-dire que Yesba, c'est ce rapport dans lequel le petit-fils a un absolu partage avec le grand-père. C'est-à-dire qu'il a les droits, il a des droits sur tous les biens du grand-père, chez les Mossé. Ce qu'on trouve aussi chez les Dagara. Et quand on dit grand-père, en fait, c'est le grand-père maternel. Maternel. Voyez? Donc là, n'oublions pas notre sujet. Nous y sommes. Mais ces exemples que j'ai cités, c'est pourquoi? C'est pour montrer que quand on pense que l'ethnie, en fait, c'est quelque chose qui se pense dans l'exclusivité, hein, et qui n'aurait aucun rapport avec les autres ethnies, c'est une erreur là aussi. On a la définition théorique originelle que j'ai donnée, mais dans la pratique et dans la vie des populations, il ne faut pas penser que ces populations sont aussi renfermées qu'on veuille bien le dire ou le croire. Et vous aviez évoqué le fait d'avoir entendu l'expression « Negafara » après une longue durée. Bon, je pense que c'est le constat de la disparition effectivement de certaines pratiques culturelles, si je veux dire. Donc, dans ce sens, est-ce que l'idée de vouloir préserver tout ce qui fait l'identité de l'ethnie, est-ce que cela ne serait pas, aujourd'hui, surtout aujourd'hui dans le monde, dans un monde de mondialisation où les influences entre les différentes communautés, est-ce que l'affirmation de cette identité
n'aurait pas une place, dirais-je, de repli sur soi? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la question de la mondialisation, il y a des craintes. Les gens pensent que les identités particulières vont disparaître. Les gens pensent qu'il y a des groupes ethniques qui vont disparaître. C'est vrai. Du point de vue des langues, il y a des langues qui disparaissent. Il y a des langues qui disparaissent parce que, je veux parler dans le monde, parce qu'il y a des groupes de population qui sont très réduites et qui sont phagocytés par les autres. Bien. Après ça, je pense que l'existence de la mondialisation a aussi un effet sur la préservation des identités culturelles. Justement parce que certains groupes ont peur, il y a une réaction parfois de volonté de repli sur soi pour préserver son identité. Il y a ça existe. Mais je ne pense pas que cela va provoquer une disparition des ethnies. Je ne pense pas que cela va provoquer une disparition des identités culturelles. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus, si je mets de côté les groupes vraiment restreints, il faudrait regarder, mais là, de mémoire, je ne sais plus. Mais je crois que c'est l'ONU qui a commandé une étude qui montre qu'il y a des langues qui disparaissent chaque année à travers le monde, n'est-ce pas? Alors, mais encore une fois, je pense que ça se dû au nombre des individus et qui fait que la langue n'est plus beaucoup parlée. Mais ce que moi je disais, et qui correspond effectivement à des pertes de vocabulaire dans les langues, n'est-ce pas? Qui est en partie due à des effets de la mondialisation. Si on intègre dans les effets de la mondialisation l'adoption du système occidental. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes ici à Strasbourg, vous parlez avec moi en français. Oui. Eh bien, je ne suis pas certain que quand vous retournez au village, en pays Mouaga, vous comprenez tous les termes qui sont utilisés par les aînés qui sont là-bas. Bien. Effectivement, c'est là la question de savoir si du village, par exemple, à la ville, il y a déjà un écart de vocabulaire, à plus forte raison de la ville en Occident. Donc l'écart devient plus grand par rapport au village. Donc, vu aussi avec le temps, vu que la langue aussi est un élément de l'ethnie, très important parce qu'il véhicule plein de valeurs, le souci de disparition reste permanent et se constate, je peux le dire. Donc, mais nous prendrons l'avis de Ombre Blanche sur la question qui, je pense, a trouvé un moyen de conjuguer les deux formes de culture sans pour autant perdre certaines valeurs culturelles qui fait référence à l'ethnie à laquelle il appartient. Donc, dans votre démarche artistique, comment arrivez-vous à mettre en valeur cette identité culturelle du Burkina Faso en étant ouvert au monde? Voilà, vous avez participé à plusieurs scènes récemment et vous avez même été lauréat d'un concours de slam mensuel, les ateliers slam.com. Et comment arrivez-vous à véhiculer cette identité à une audience qui n'est pas forcément prête à comprendre ce que vous voulez leur faire comprendre? Bon, déjà, merci pour la question. Et ce qui est sûr, c'est que c'est toujours évident. Parce que déjà, quand on regarde physiquement, même si l'habillement ne le montre pas, l'accent ou la façon de voir les choses démontre qui nous sommes. Voilà. Parce qu'on parle d'ethnie, parce que comme vous le savez, chez les Mossé, il y a des comportements, comme ce que le professeur disait tantôt, des manières
Même quand vous voulez manger, l'autre qui tient le plat ou des signes qui laissent quand même voir que il y a une grande différence. Donc en ce qui concerne ma participation, c'est-à-dire ma contribution dans ce domaine à travers le slam, à travers l'art, c'est justement véhiculer des messages qui réunit les deux. Voilà, il y a un message qui réunit les deux, je dirais, continents, parce qu'à la fois, on utilise la langue française pour pouvoir véhiculer autant, mais notre conception reste maussée, c'est-à-dire que l'appartenance, les racines, ça reste. Et ça, on ne peut pas l'effacer. Donc, souvent aussi, je fais des textes en moré, en langue, mais la plupart du temps, le message va plus vite quand c'est en français ou peut-être bricoler quelques trucs en anglais, comme ce que j'ai fait récemment à Johannesburg. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'exprimer librement, dire ce qu'on pense, parce que je ne me vois pas étant un ambassadeur forcément de l'ethnie, des problèmes ethniques, je dirais. Mais je suis plutôt ambassadeur d'Afrique, à travers l'art que je fais, à travers tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, c'est vraiment marqué. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Volontairement ou indépendamment de ma volonté, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaye de véhiculer à travers l'islam, à travers les textes. Et vous aurez dû le constater à l'entame de cette émission, de l'entretien. J'ai dit un texte, c'était en français justement, Oui. mais qui ne peut pas être, je dirais que la perception, c'est-à-dire du message, elle est... C'est une perception générale. C'est général, certes, mais quand on parle d'invisible, de genre d'être invisible, quand on parle des obsèques, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes façons, c'est pas la même, comme il y a certains chez les Ghanéens, Oui. voilà, au Ghana par exemple, la mort, c'est une fête, c'est-à-dire les funérailles, c'est le jour où on porte voilà, les beaux habits pour aller. Et chez nous, c'est la tristesse. Et ici, je pense que c'est un noir, bon, une façon de définir, pour dire que ce n'est pas la même chose. Oui. Et donc, le message véhiculé, c'est-à-dire un slam entonné ici et en Afrique, n'ont pas le même poids. Chacun voit selon Voilà, donc chacun, son appart. en fonction du message que vous transmettez, Voilà. la personne s'identifie en fonction de ses repères et en fonction de son environnement culturel. Oui. Et là, j'ai eu la chance aussi d'écouter quelques titres de votre album en préparation et vous avez évoqué un cas historique. Et je vous invite à présenter ce titre qui parle de l'histoire de Gorée. L'histoire de Gorée. En fait, pour l'histoire de Gorée, je dirais que... Pourriez-vous peut-être déjà nous faire écouter Oui, voilà donc... le titre en question. C'est juste le titre qui démarre. Ah d'accord. Voilà. Vous avez cette subtilité de passer du voilà, dialogue. parce que je pense qu'il n'y a pas un temps slam. Okay. Quand on parle, on slame. Et quand on veut slammer, on ne fait pas une pause pour enchaîner parce que je crois que c'est l'expression libre. Et... Donc je disais tantôt qu'au départ, cette affaire de Gorée était d'ordre pécuniaire, comme un butin que se partagent les impies après la guerre. Tous ignoraient l'avènement de ce bouleversement interocéanique lorsqu'il violait l'impénétrabilité de la vie de ce continent mésolithique, brisant ainsi les rites et traditions initiatiques de l'Afrique. À l'époque, la vie de cette race noire était jugée inesthétique et nécessitait selon eux l'intervention d'une race supérieure qui lui portait un coup paraplégique. Cette pratique, exercée sur tes terres, émanait d'une ruse sardonique de tes oppresseurs qui ont usé de toi à des fins sataniques. Les âmes de ces hommes et femmes sombrés dans une histoire léthargique m'obligent à feuilleter tes pages obscures non répertoriées dans les citations bibliques. À présent, nul ne peut nier tes richesses pléthoriques, et c'est pourquoi je te loue à travers mes lyriques. Gorée, l'unique, Gorée, le magnifique. De toi jaillira la bénédiction de toute l'Afrique. Merci.
Merci. Pour revenir aux éléments culturels, nous avons un beau décor et j'aimerais inviter le professeur à nous faire de petites présentations sur les différentes statues qui sont là. Alors, mais juste une chose avant de répondre à cette question. D'accord. Il y a un aspect de la question précédente que nous n'avons pas tout à fait éclairci. Il s'agit de la question de la conservation. Oui. Et c'est M. Ouédraogo qui m'y a fait penser d'ailleurs, qu'on est passé à côté. La conservation justement des cultures ethniques peut aussi se faire à travers l'adoption justement des moyens qui sont extérieurs à l'origine aux cultures de ces ethnies-là. Oui, il n'y aurait pas un petit risque d'envahir l'autre en utilisant les moyens extérieurs? Y aura-t-il une limite de l'usage de ces moyens? Vous avez dit tout à l'heure que la mondialisation était le principe selon lequel ces cultures vont perdre leur identité. Oui. On est d'accord? C'est ce que vous avez dit. Donc le risque, il est là, de toute façon. Si la mondialisation est le processus ou la possibilité de disparition des cultures, c'est déjà un risque, la mondialisation. Oui. On est d'accord? Bon, si c'est un risque, tel que vous le dites, c'est un risque. Et je vais vous en donner un exemple. Vous connaissez le texte de Cheikh Hamidou Kane? Oui. L'aventure ambiguë. Oui. Que dit la Grande Royale à propos du fait qu'il faille envoyer les enfants à l'école ou non? La Grande Royale finit par dire il faut les envoyer à l'école. Et il y a un des notables qui dit ce qu'ils gagneront en allant à l'école occidentale, à l'école du blanc, c'est ce qui est dit dans le texte, vaudra-t-il mieux que ce qu'ils perdront? Mais la Grande Royale ajoute il faut quand même qu'ils y aillent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un mouvement, au fond, irrésistible. On ne peut plus rien faire. C'est ce que ça veut dire. Et si on est dans un mouvement irrésistible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver la solution. Parce que l'homme est malgré tout un vivant. Et quand je dis vivant, je vais dire au sens biologique du terme. Ça veut dire qu'il a la capacité, de trouver une réorganisation à partir des éléments nouveaux pour préserver son système. Et sur le plan culturel, ça fonctionne comme ça aussi. Et je pense que là où il y a disparition, c'est là où il n'y avait peut-être plus rien à faire. Et moi, je situe ça avec, encore une fois, l'élément quantitatif. C'est-à-dire, si les populations sont très, très infimes, comme ce qui se passe pour certains groupes ethniques du côté des Indiens, voilà. Là, oui. Mais lorsqu'on a affaire à des groupes, voyez par exemple les Dagara, à l'époque coloniale, quand on disait qu'il faut collecter vite, il faut ramasser vite les informations avant que les populations ne disparaissent, on pensait que des populations comme les Dagara allaient disparaître. Mais ça n'a pas été le cas. Voyez, aujourd'hui, on compte à peu près plus de 300 000 Dagara, Burkina Faso et Ghana confondus. Oui. D'accord? Mais voilà, elle est toujours là. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une réappropriation, au moins de certains éléments. Et comme m'a dit M. Ouédraogo, on utilise les deux et on concilie les deux. Voyez? Et donc, nous, aujourd'hui, ne serait-ce que par l'écriture, lorsque j'ai fait ce travail sur le balafon, Oui. Pourquoi je l'ai fait? J'ai fait ça pour laisser une trace et j'ai voulu que ce soit filmé avec des mouvements et des endroits pour qu'un jour, on puisse savoir quel est le processus de fabrication d'un balafon. Eh bien, ce que j'ai utilisé, ce n'est pas des éléments d'Agara. Non. Voilà. Mais ça permet de conserver une partie de l'identité d'Agara. Donc, on peut utiliser certains outils, j'allais dire, moi je ne dirais pas de la modernité, c'est un mot que je n'aime pas, de l'occidentalité. Voilà.
On peut utiliser des éléments de l'occidentalité pour préserver, et on le sait, y compris sur le sol européen. Vous voyez, ce qui est en Scandinavie, par exemple, ils ont là-bas une pratique culturelle qui est la chasse du renne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les scooters à neige pour pouvoir garder les troupeaux de rennes. Mais dans le temps, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, les choses ayant changé, ils ont fait usage d'un élément, d'une technique qui ne relève pas de leur culture, mais qui leur permet de préserver leur pratique culturelle. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, personnellement, je dis que la mondialisation, que j'appelle la mondialisation culturelle, non pas la mondialisation économique, voyez, pour moi, elle n'est pas nécessairement négative. Et pourquoi? Parce qu'il y a une recombinaison perpétuelle. Si l'homme n'est plus capable de s'approprier de ce qui vient d'ailleurs pour se recréer, alors il disparaîtra. Et ça, je n'en ai pas la foi. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça pour l'homme. Ce qui va se passer pour l'homme quant à sa disparition, eh bien, c'est ce que nous produisons contre la nature. La destruction de la nature sera la destruction de l'homme. Ce n'est pas les transformations culturelles qui vont être à l'origine de la disparition des cultures. Même tout ce que nous sommes là aujourd'hui, personne ne dit que ce que nous sommes, c'est ce que nous étions hier. Et j'aime très bien à donner l'exemple du hachis parmentier en France, n'est-ce pas? La pomme de terre en France date du XVIIIe siècle. Et ça a été introduit en France par un certain Parmentier, d'où le hachis parmentier. Mais aujourd'hui, si vous posez la question aux Français, la plupart des Français, ils ne vous diront pas spontanément que la pomme de terre vient d'ailleurs. Ils vous diront que la pomme de terre a toujours été un produit franco-français. Il y en a même qui pensent que ce n'est que alsacien. Et d'autres qui pensent que ce n'est que belge. Parce que les Belges mangeraient-ils beaucoup de frites? Vous voyez encore, comment on appelle ça, les stéréotypes, n'est-ce pas? Voyez? Non, je pense qu'on peut tout à fait utiliser les éléments venant d'ailleurs pour préserver les cultures. Les cultures. Et je rebondirai sur l'usage des moyens qui nous sont offerts pour préserver cette culture. N'oublions pas aussi qu'il y a certaines valeurs qui se transmettent par initiation. Comment, dans ce cas, on peut utiliser les moyens de l'Occident, comme vous le dites, pour préserver cette transmission qui se fait par des initiations particulières? Mais vous savez, c'est déjà fait, peut-être pas les moyens, mais dans le cas de l'initiation, il y a déjà des choses qui sont faites. Quand on fait l'initiation, dans la plupart des sociétés, l'initiation dure 1 année civile, 12 mois. Enfin, dans la plupart, dans beaucoup de sociétés en tout cas. Encore l'exemple d'Agara, et c'est fort à parier que chez les Mossé, c'est aussi pareil. Quand on va initier quelqu'un, ça ne va pas durer quelques mois. Voyez? Et donc, quand ça dure 1 année, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des moyens. Aujourd'hui, ils sont capables d'initier quelqu'un en peu de temps. Donc, ils trouvent des formes raccourcies. Ou pour être beaucoup plus concret. Voyez, par exemple, quand une femme est en grossesse et qu'elle est initiée, eh bien, en tout cas, en pays d'Agara, l'enfant est automatiquement initié. Voyez? L'enfant qui naît bébé est déjà initié. Donc, on va attendre qu'il ait 7 ans, qui est l'âge à partir duquel on peut initier quelqu'un. On va le prendre de côté et on va lui expliquer ce qu'on a expliqué aux autres personnes de la classe d'initiation. Eh bien, on procède de la même façon lorsque quelqu'un n'a pas été initié, aller à l'école par exemple, et qui souhaite être initié. La question n'est pas au fond, la vraie question c'est est-ce qu'il sera possible ou est-ce que les maîtres d'initiation vont accepter d'initier les gens qui sont allés à l'école ou d'initier tous ceux qui sont allés à l'école? Non. Et de toute façon, tout le monde n'est pas initiable. Ça aussi, il faut le savoir. Tout le monde n'est pas initiable. Et même ceux qui n'ont jamais été à l'école, parmi ceux qui n'ont jamais été à l'école, tout le monde n'a pas été initié. Parce qu'on choisit quand même. Voyez? On prend. Donc, moi, je pense que si, dans l'initiation, ça ne va pas être du matériel. D'accord? Mais ça va être de la méthode. Sur le plan de la méthode, on va raccourcir les choses et on va... Bon.
Après, il faut se dire une chose. Dans toute transformation, il y a de la perte. Il y a de la perte. Ce qu'il faut craindre, c'est l'anéantissement. Donc moi, je pense qu'il ne va pas y avoir anéantissement, mais qu'il va y avoir des pertes, et qu'il va y avoir de la transformation. Mais enfin, regardez, pensez-vous que dans 10 siècles, on pourra dire que le français n'est pas une langue africaine? Difficilement, oui. Bah oui, c'est impossible. Oui. Voilà, c'est impossible. Et donc, pourquoi dans 10 siècles, qu'est-ce qui va permettre qu'on ne puisse pas dire que le français détermine les cultures africaines, ou que l'anglais détermine les cultures africaines, ou que le portugais détermine les cultures africaines, du côté de l'Angola, par exemple? Voyez? Donc, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une longue période de transition. Et il y a des choses pour lesquelles la transition se fait vite, et des choses pour lesquelles la transition est beaucoup plus lente. Et c'est la raison pour laquelle, et je pense que ça sera pour une autre émission, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'est pas juste aujourd'hui, quand on fait le procès aux Africains en disant qu'ils n'ont pas de système démocratique. Quand on dit ça, à l'image de la démocratie qu'on a aujourd'hui dans les pays européens, je dis qu'il n'est pas juste. Pourquoi? On ne dit pas ça en se référant au système de gouvernance africain, mais on dit ça en référence au système de la gouvernance occidentale. Oh, cette démocratie que l'on dit occidentale, qu'on voudrait voir appliquée aujourd'hui en Afrique, exactement dans les mêmes degrés et dans les mêmes limites qu'en Occident. Mais enfin, n'exagérons pas. Ça fait combien de temps que l'Afrique, francophone au moins, a eu son indépendance, disons, politique? Là, c'est une bonne question et nous en reparlerons plus largement dans une émission prochaine. Donc, concernant les statues qui sont ici, par exemple, ont été extraites de leur contexte. Voilà, qui fait qu'il y a déjà une perte dans ce sens, vu qu'ils ne se retrouvent pas dans leur environnement d'origine, où ils auraient plus été utiles à la fonction à laquelle elles ont été faites. Alors, nous avons les 3 statuettes qui sont là. Nous avons celle du milieu, c'est une statuette Lobi. Oui. Et les 2 autres, ce sont des statuettes Sénoufo. Bien. Je ne peux pas vous dire ce que représentent les statuettes Sénoufo. Hein? La statuette Lobi, oui. Hein, ça, je peux vous dire qu'elle représente bien évidemment une femme. L'élément visuel qu'on a, c'est que c'est une femme en grossesse, hein, n'est-ce pas? Mais en dehors de ça, ce à quoi renvoie cette statue, au fond, c'est une statue de fécondité. C'est une statue de fécondité et ça renvoie, M. Ouédraogo tout à l'heure parlait d'être invisible. Eh bien, on a ici l'expression du visible et de l'invisible. L'association du visible et de l'invisible. La présence de la statue renvoie à la puissance d'un être qui n'est pas ici, qu'on ne peut pas voir, et qui est susceptible d'agir pour la femme qui a du mal à procréer. Voilà. On appelle ça Botiba en pays Lobi, ou Betiba en pays d'Agara, hein, c'est-à-dire la statue de divination, de façon large. Hein, c'est une statue de divination, c'est-à-dire qui est capable de dire, hein, l'oracle, n'est-ce pas, hein, mais qui est capable aussi de produire de l'effet favorable pour la femme qui a du mal à procréer. D'accord. Hein. Et soit dit en passant, ça c'est un élément qui n'est pas dit par les lobbies, c'est, je dirais justement, la qualité du traitement physique, Oui. hein, puisque là, il y a une vraie leçon de création de sens de gravité, puisque nous n'avons qu'une jambe. Hein, et nous n'avons qu'une jambe, le ventre proéminent tire vers devant, et pourtant, elle tient debout. Elle n'a pas besoin de socle, et elle ne tombe pas. Donc c'est une vraie leçon de physique que je laisse aux physiciens. Merci pour votre exposé. Voilà. Nous vous remercions pour votre présence et pour cette leçon d'ethnologie. Merci. Merci.
Va dire à mon peuple que mes yeux l'ont vu. Un soleil nouveau est né cette nuit. Si autrefois lacune et amertume étaient ta vie, sois sans crainte. Aujourd'hui, elle se fera corps et espace où le monde se réjouit. Oui, je l'ai ressenti. Tel un chalumeau jusqu'au fond de mon être, ses bourdonnements ont retenti. Et ces jets de flammes affriolant ont ébloui mon âme. L'espoir à mes côtés l'acclame. Oui, j'ai vu ce soleil naître au milieu de la nuit, surprenant le sadisme des chauves-souris et libérant ainsi la colombe au plumage d'or pâle, longtemps restée captive de cette nuit prestidigitatrice. Dites-leur que l'orage s'est arrêté et que l'archange du ciel nous parle à travers cet arc-en-ciel de nos rêves. J'ai vu ces rayons pénétrer le cœur opacifié par la vengeance et la haine du passé. L'esprit belligérant de mon peuple, comme par enchantement, s'est rallié à la discipline, mettant aux arrêts les fossoyeurs de mon état, désormais hors d'état de nuire. Oui, un soleil nouveau est né cette nuit, et il porte un nom, la paix. Ces germes sont à portée de vos mains. Cultivez-les dans vos cœurs et avec vos voisins, car l'humanité compte sur vous désormais pour que ce soleil puisse briller à jamais.